ce moment qu'il y aura l'exploitation de l'homme par l'homme. Maintenant, pour libérer les prolétaires du joug de l'esclavage ou encore du joug de la domination, de l'exploitation, Marx et Engels, ensemble, suite à leur collaboration, vont élaborer ensemble un manifeste qu'on appelle le manifeste du Parti communiste, qui est d'ailleurs un livre des chevets des ouvriers à l'époque. Tout ouvrier, que ce soit des ouvriers en France, des ouvriers au Manchester, des ouvriers en Allemagne et un peu partout dans l'Europe, avait vraiment la prétention de lire cet ouvrage qui explique tout le système, qui explique alors la manière dont la bourgeoisie exploitait les ouvriers. Donc c'est dans ce livre-là que les prolétaires vont trouver leur arme idéologique. Parce qu'au départ, ils n'avaient pas de conscience révolutionnaire, comme Lénine le disait. Donc il faut épauler les ouvriers, c'est-à-dire la classe prolétarienne, à prendre conscience du système d'exploitation de l'homme par l'homme. C'est par la suite qu'il y aura une organisation des ouvriers. Par la suite, ils auront la Ligue du mouvement ouvrier qui serait créée un peu partout en Europe. Tout ça, c'est pour coordonner leur lutte, alors pour renverser la dictature du prolétariat, pour renverser les bourgeois. Donc les ouvriers vont conjuguer leurs efforts, ils vont mutualiser leurs efforts pour mettre une ligue en place à partir du moment où les luttes seront coordonnées, les ouvriers seront informés au même titre et ce serait un mouvement d'ensemble. Et bien sûr, c'est grâce au manifeste du Parti communiste que ces ouvriers-là ont su prendre conscience en lisant tout simplement ce manifeste du Parti communiste. Et Marx dira aussi que lui, il a trouvé son arme matérielle dans la lutte des classes. Parce que s'il n'y avait pas cette situation, lui, Marx, il n'aurait pas quand même plaidé à la faveur des prolétaires. C'est parce qu'il y a une situation d'injustice que Marx a élaborée par la complicité de son ami Engels, le manifeste du Parti communiste. La loi est un instrument d'exploitation de l'homme par l'homme et l'État, une police au service de la classe dominante. Voilà. Donc l'État ici, l'État n'est rien d'autre que la classe dominante. Comme je le disais tout de suite, l'idéologie dominante est toujours celle de la classe dominante. Et l'idéologie dominante, ça c'est déjà la classe des bourgeois. Et l'État, c'est eux. Ils représentent l'État. Donc, comment l'État peut être une police au service de la classe dominante? Donc, l'État va toujours jouer la carte de ces bourgeois-là, parce que les grandes orientations sont données par les bourgeois, parce qu'ils sont très influents. Donc, la police, ici, ça c'est la force dissuasive de l'État. Quand l'État veut faire des répressions sur la classe dominée, l'État se sert maintenant de sa force, qui est la police, soit la gendarmerie ou la garde nationale, en tout cas, sa force de sécurité. L'État va déployer alors cette force-là, soit pour intimider la classe dominée, ou encore pour réprimer la classe dominée. Donc, en ce moment, c'est l'État qui devient fort par la complicité des bourgeois. Donc, dans ce cas de figure, on peut dire que la loi n'est pas bien citée en ce moment pour maintenir la justice, pour maintenir l'équilibre dans la société. Et là, même, on a dit que la loi a pour seul fait de supprimer nos libertés. Voilà. La loi n'aura une seule fin que de supprimer la liberté des individus. En ce moment, il n'y aura pas de liberté d'expression,
il n'y aura pas de liberté de penser, tout simplement parce que la machine de l'État a une force dissuasive qui peut alors menacer la liberté des pauvres citoyens. Donc, ce qu'on a affirmé en disant que le droit est une arme de domination, c'est dans ce contexte-là. Donc, l'État est considéré comme un instrument d'oppression en ce moment. Bien, nous arrivons en l'axe 2 de réflexion du sujet. Alors, comme d'habitude, nous affirmons l'antithèse, puisque nous avons affirmé aussi la thèse. Maintenant, dans l'antithèse, on dit le respect du droit comme condition nécessaire pour l'existence de la justice. Alors, là, dans ce contexte, nous allons dire qu'il est nécessairement important de respecter le droit pour instaurer la justice. Parce que la justice fait bon ménage avec le droit. Donc, il n'y aura pas de justice tant que le droit n'est pas respecté. Donc, dans l'antithèse, nous évertuerons à dire que le respect du droit comme condition nécessaire pour l'existence de la justice. Par définition, la justice émane du droit. Ça, c'est bien naturel. Donc, si on parle de justice, on doit parler également du droit. Parce que la force de la justice, c'est le droit. Par définition, la justice émane du droit dont elle est l'application. Donc, c'est comme si nous sommes face à une théorie et à une pratique. La théorie, c'est quoi? Ici, la théorie, ça c'est dégager le concept du droit, ce qui donne droit à un individu de bénéficier dans la société. Par exemple, tout individu a droit à la santé, a droit à l'éducation, a droit au bien-être. Alors, donc, ce droit doit être défendu et respecté sur tous les plans. Maintenant, pour procéder à la pratique, alors, il faudrait que la justice soit vraiment un intermédiaire entre le droit et elle-même. Parce que c'est elle qui met, c'est-à-dire la justice, c'est elle qui met en pratique les valeurs du droit, c'est-à-dire les principes du droit. Donc quand on a droit à l'éducation, on a droit à la santé, il ne faudrait pas que ce soit une affirmation gratuite, une affirmation littéraire toute simple, mais il faudrait appliquer ce qui revient de droit à un individu ou encore à un citoyen dans son milieu social. Et c'est en ce moment que la justice serait rendue. Et là, c'est très important de signaler parce que la justice et le droit sont indissociables. On ne peut pas parler de justice sans, a priori, respecter le droit. Donc, c'est deux principes qui vont ensemble. Alors, dans les axes de référence, on aura Baruch Spinoza dans son ouvrage « Le traité théologico-politique » dans lequel ouvrage il dit que le droit est l'essence de la justice. Alors, en termes de l'essence, en philosophie, l'essence constitue la quintessence d'une chose, c'est-à-dire ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. Donc, la base, la quintessence de la justice, ce qui consolide la justice, ce qui renforce la justice, ça c'est le droit. Donc, le droit est considéré comme la substance vitale de la justice. Parce que le contenu de la justice est vide si nous ne parlons pas du droit des citoyens. Alors, ce droit du citoyen émane d'un État. C'est l'État qui confère à chaque citoyen un droit. Comme je l'ai cité tout à l'heure, par exemple, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à l'instruction, droit au bien-être, droit à la mobilité des personnes et de leurs biens.
Donc c'est l'État qui est censé garantir tout ça à l'intermédiaire de la justice. Donc le corridor de la justice doit avoir un œil vigilant sur le respect des droits. Donc, on saurait défendre le droit si la justice aussi ne joue pas son rôle. Donc, c'est ce que Spinoza dit dans le traité théologico-politique. Alors, nous avons aussi un autre auteur, Thomas Hobbes, qui, dans son ouvrage Le Léviathan, nous fait mention de son opinion, c'est-à-dire de sa vision sur le sujet. Alors, il dit « L'absence de loi conduit inexorablement à un état de guerre généralisée de tous contre tous. » Donc, s'il y a l'absence de droit dans la cité ou encore dans la police, il ne faudrait pas entendre ici police par commissariat de police, non. La police, c'est l'appellation d'autrefois de la cité ou encore de la société. Alors, si la loi est absente dans une cité, il faudrait comprendre que ça va occasionner une situation de guerre de tous contre tous, parce que c'est la loi du plus fort ou encore la loi de la jungle. Vous savez que dans la jungle, l'animal qui arrive à édicter sa loi, c'est lui le roi. Donc c'est lui l'influenceur, c'est lui qui domine. Donc si les hommes sont amenés à vivre dans un état pareil où le force exhibe sa force aux faibles, il n'y aura jamais un état de droit légitime. Parce que en ce moment, c'est la force qui va faire le droit. Donc si la force engendre le droit dans ce cas de figure, la liberté aussi serait renfermée. La liberté serait vraiment anéantie, elle serait détruite, pour ne même pas dire qu'il n'y aura pas de liberté. Et cela semble être juste, parce que le plus fort va toujours engendrer sa force, comme Rousseau le dit dans le contrat social.